Binge Audio, c'était donc toi depuis le début ? Bonjour chers auditorices, je suis Lorraine Daïkar et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette seconde saison de Faire Genre, le podcast produit par Binge Audio et l'Institut du Genre. Le principe est toujours le même, une fois par mois, je rencontre un ou une chercheuse pour explorer une notion incontournable des études de genre. Est-ce que vous connaissez Lee Miller ? C'est l'une de mes photographes préférées et elle a couvert la Seconde Guerre mondiale. L'une de ses images est devenue un classique de l'histoire de la photographie, un cliché où elle pose en train de faire sa toilette dans la baignoire d'Hitler à Munich en 1945. C'est une mise en scène qu'elle a réalisée avec son collègue reporter David Sherman. Au moment de cette photo, Hitler a déjà fui ses appartements pour se claquemurer dans un bunker et il est sur le point de se suicider. Lee Miller visite cet appartement pour un reportage, mais elle en profite aussi pour se laver. Elle vient de couvrir la libération des camps de concentration de Dachau et Buchenwald. Ses bottes pleines de boue maculent le tapis de bain, et le portrait du Führer est calé sur le rebord de la baignoire comme prêt à se briser contre la faïence. Avant de devenir cette photographe de guerre intrépide, Lee Miller a été pendant des années captive de l'objectif des autres. D'abord de celui de son père, qui la faisait poser durant son enfance dans des mises en scène incestueuses, puis captive du regard masculin, du male gaze, des photographes de mode du magazine Vogue à New York, où elle a vécu avant de devenir la muse des artistes surréalistes en France. Mais paradoxalement, c'est à leur côté qu'elle a appris des techniques photo avant d'oser retourner l'objectif pour braquer à son tour son regard sur le monde. Et si j'ai décidé de vous parler de cette femme, c'est parce que son parcours raconte, à sa façon, la notion dont il va être question au fil de cet épisode, la subjectivation. C'est-à-dire le processus pour devenir un sujet, en capacité de maîtriser ses choix. Lee Miller disait « J'aime mieux prendre une photo qu'en être une ». Et pour parler de subjectivation, sous le prisme du genre, je suis accompagnée de la philosophe Estelle Ferrares. Bonjour Estelle. Bonjour Lorraine. Estelle Ferrares, vous êtes professeure de philosophie morale et politique à l'université de Picardie-Jules Verne et vous avez aussi dirigé l'Institut du genre jusqu'à l'année dernière pour céder la place à Anne-Isabelle François qui est maîtresse de conférences en littérature comparée à la Sorbonne Nouvelle. Estelle Ferrares, vous êtes aussi autrice de plusieurs ouvrages et articles et dans cette émission, je vais notamment aborder votre livre « La fragilité du souci des autres » paru en 2018 à ENS Éditions et aussi l'ouvrage « Le marché de la vertu, critique de la consommation éthique » paru en 2023 à la librairie philosophique Givrin. Estelle Ferrares, je voudrais vous interroger sur cette citation de Lee Miller « J'aime mieux prendre une photo qu'en être une ». Qu'est-ce que cela évoque en vous en tant que philosophe ? Je pense que votre analyse est la bonne, c'est-à-dire que c'est vraiment toute la problématique du devenir sujet dès lors qu'on a été coincé dans une position d'objet. Et qui est en fait la manière qu'ont les femmes, typiquement, d'accéder, lorsqu'elles accèdent, au statut de sujet. C'est-à-dire, c'est le moment où, justement, d'être prise, d'être une prise, elle se transforme elle-même en une personne, en individu ayant prise sur le monde, ayant prise sur ce sujet ou ces objets de photographie. C'est comme ça, en fait, que vous définissez cette notion de sujet en philosophie ? Le sujet, c'est en quelque sorte une fiction. C'est la manière que va avoir la philosophie occidentale de penser l'individu. C'est un ensemble de propriétés qui est conféré à l'individu, au premier rang desquels il y a, par exemple, la rationalité. Il y a donc une certaine maîtrise du monde, une certaine capacité à se poser face au monde, et notamment face à la nature, dont ce sujet est capable de se rendre maître. C'est aussi une certaine conscience de soi. C'est des choses qu'on va retrouver aussi bien chez Descartes que chez Kant. Mais ce qui est important, je crois, c'est vraiment cette idée, ce rapport à un certain pouvoir. C'est-à-dire que la manière dont je suis, c'est quelque chose qui est immédiatement lié à une maîtrise sur son environnement, sur soi-même aussi, sur son propre corps et sur la nature. Et ça, donc c'est ensuite quelque chose qui a été extrêmement
déconstruit à partir de la fin du XIXe siècle, surtout, par des penseurs très différents comme Nietzsche, mais aussi comme Freud, depuis des perspectives et pour des raisons différentes, qui vont montrer que toutes les fantasmes de souveraineté, en fait, sont complètement erronés, ou il y a aussi une idée de transparence à soi. Je suis conscient de moi, donc en fait, je suis transparent à moi-même, je sais ce que je veux fondamentalement. Freud va dire non, par exemple, il y a plein de choses qui me font agir dont je suis complètement inconscient. Donc en fait, par plein de raisons différentes, à partir du XIXe siècle, la philosophie va se retourner contre ce sujet. Et pourtant, le fantôme du sujet, j'allais dire, continue à flotter au-dessus de la philosophie. Et j'allais dire, elle est sortie de la philosophie au sens où c'est devenu quelque chose qui est dans les représentations. C'est-à-dire que c'est, en Occident, une certaine manière que nous avons de nous représenter les uns les autres, de vouloir nous comporter et d'attendre d'autrui qu'ils se comportent. Par exemple, encore une fois, une maîtrise de sa vie, une maîtrise aussi de la nature, de la technique, des outils. Voilà. Donc c'est un modèle qui est extrêmement masculin, vous l'aurez compris, c'est ça le cœur de l'entreprise. On va en parler. Voilà. Et c'est quelque chose qui se décline hors de la philosophie, en quelque sorte qui se survit hors de la philosophie, aussi bien dans un sens politique que dans un sens moral, que dans un sens juridique. Bon, le sujet moral, c'est celui qui sait se constituer lui-même comme un agent moral, c'est-à-dire en fait qui sait raisonner moralement, prendre des décisions en prenant ou pas d'ailleurs les principes moraux par exemple comme forme d'orientation pour ses actions, bon, tout ce genre de choses. Donc en fait, le sujet en fait il faut comprendre, au départ c'est une fiction philosophique qui a débordé dans nos représentations et qui se place dans la plupart de nos interactions entre êtres humains. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une citation de Tocqueville que j'aime bien. C'est-à-dire en fait, il dit le sujet est toujours présupposé. Et je pense que c'est une bonne manière de voir la chose. En fait, lorsque je me place face à un autre être humain, je le fais avec le présupposé et l'exigence qu'il a une forme de maîtrise, dans tous les sens que j'ai dit. Et à partir de là, cette attente, cette présupposition, c'est aussi une injonction. Une injonction à se montrer sa capacité à se définir soi-même, à maîtriser sa biographie, à maîtriser son propre corps, et à faire preuve, en fait, d'un minimum de souveraineté. Il y a forcément cette notion d'objectivation aussi, qu'on peut interpréter comme une notion qui serait antinomique à cette notion de subjectivation, non ? Alors tout à fait. De la même manière qu'il y a une subjectivation, donc qui est le processus par lequel on devient sujet, il y a une objectivation au sens où donc, le sujet, fréquemment, le devient, ou généralement le devient, en faisant d'autres choses un objet. Et ça peut être un autre être humain. Et notamment, ça peut très bien être, dans le cadre de rapports genrés, un homme qui transforme une femme en objet. Ce que vous expliquez, Estelle, fait écho aux travaux de Simone de Beauvoir. Je pense au Deuxième sexe, son essai qu'elle a publié en 1949, dans lequel elle écrit au sujet des femmes « Elle devient un objet et elle se saisit comme objet. C'est avec surprise qu'elle découvre ce nouvel aspect de son être. Il lui semble qu'elle se dédouble. Au lieu de coïncider exactement avec soi, voilà qu'elle se met à exister dehors. » Ce que veut nous faire comprendre Simone de Beauvoir, c'est que l'homme est le général et que nous, en tant que femmes, on devient l'autre, l'objet en fait. On est placé du côté des objets. Oui, c'est exactement ce qu'elle essaye de dire. Alors en même temps, elle dit deux choses différentes. Même quand on lit le deuxième sexe, enfin quand on se limite au deuxième sexe, il y a deux tendances qu'on va apercevoir. Alors effectivement, comme dans le passage que vous venez de citer, il y a les moments où elle considère que la femme est un objet. Elle n'est que du côté des objets. Et il y a d'autres passages dans lesquels elle considère qu'il y a bien une sorte de subjectivation qui a lieu, mais une subjectivation, on va dire, mineure, paradoxale, qui va passer par le fait, finalement, de récupérer une forme de maîtrise sur la manière dont on devient objet. Notamment, c'est tout un rapport au corps, au fait de modeler ce corps, au fait de se préparer pour le regard masculin. Et donc, de manière paradoxale, il y a une sorte de souveraineté, c'est beaucoup trop fort, mais quand même une forme de maîtrise sur son propre destin que de définir les modalités dans lesquelles, de toute manière, on va être prise. Mais c'est bien quelque chose dans lequel, finalement, il y a presque une notion de choix, en tout cas un effet qui est imprimé au monde.
Mais est-ce que pour vous, c'est toujours d'actualité dans le sens où Laisser le deuxième sexe est sorti donc en 49, à une époque où les femmes venaient à peine d'obtenir le droit de vote et de l'exercer, où par exemple il n'y avait pas le droit d'ouvrir un compte commun ou un compte à son nom quand on était une femme, etc. Aujourd'hui, en 2024, on a atteint une forme d'égalité des droits quand on a la citoyenneté française selon qu'on est assigné homme ou femme. Pour vous, est-ce que c'est toujours d'actualité ce que vous expliquez aujourd'hui ou est-ce que ça n'a pas sensiblement évolué ? Il y a, c'est évident par rapport au moment où écrit Simone de Beauvoir, une évolution en termes de statut, c'est-à-dire qu'il y a un statut de sujet de droit qui est à peu près égalitaire, vous avez tout à fait raison. Ça n'est pas pour cette raison qu'il ne reste pas dans la manière dont les femmes sont prises dans des rapports sociaux, dans des représentations et dans des interactions extrêmement concrètes, des passages par des formes d'objectivation qui restent à penser. Et, je vais dire, le fait même qu'elles soient devenues sujet de droit, au contraire, j'allais dire presque redouble l'attente qui pèse sur elle de se montrer sujet. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, être sujet, c'est quelque chose qui passe par un processus. C'est pour ça que je parle de subjectivation et pas d'un être sujet. Donc il s'agit de faire la preuve que l'on est bien sujet, que l'on est bien maître. On en vient à la question des injonctions qui pèsent de façon plus ou moins explicite sur soi, notamment soi en tant que femme, mais ça peut aussi peser sur les hommes. Et pour en revenir aux femmes, ça fait totalement écho, ce que vous expliquez, à la notion de care, cette notion qu'on peut traduire en français par attention à autrui ou sollicitude. Et vous, Estelle, vous avez aussi exploré cette notion de care, notamment dans un ouvrage qui a été cité en introduction, La fragilité du souci des autres, Adorno et le care. Et dans cet ouvrage, en fait, vous croisez la réflexion sur le care avec les travaux de ce philosophe allemand Theodor Adorno, qui est donc l'un des principaux représentants de l'école de Francfort, pour soutenir la thèse selon laquelle il y aurait une subjectivation morale qui serait différenciée du point de vue du genre, selon qu'on soit un homme ou une femme. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a effectivement eu des attentes très fortes, très structurées, très déterminées, qui posent sur la manière d'être morale, qui est donc supposée être féminine. Il y a une forme spécifique de subjectivation morale qui est pensée et qui est attendue. Et pour autant, cette subjectivation, elle n'est pas seulement différente, elle est aussi asymétrique. C'est-à-dire, elle est prise dans une hiérarchie. C'est effectivement ce qu'ont montré les éthiques du care. C'est quelque chose que Carol Gilligan a nommé une voie différente, une certaine manière de se rapporter à autrui, à la détresse d'autrui, à ce qu'il faut faire, à ce qu'il est bon ou juste de faire, qui passe par les affects, qui va passer par le corps, qui va passer par une attention extrêmement fine aux détails, et ceci par opposition à une manière totalement masculine de penser la morale, là encore une fois qui va remonter à Kant notamment, et dans laquelle délibérer moralement, considérer ce qui est bon ou ce qui est mal de faire, c'est passer par les principes généraux, universels, c'est ne surtout pas prêter attention à ce qui est particulier, parce que c'est au contraire, c'est la preuve qu'on va se tromper. Il y a ce double modèle dans lequel finalement, la façon dont les femmes doivent se montrer morales et finalement aussi la manière qu'elles ont d'échouer à être des sujets moraux comme les hommes. Précisément parce qu'elles doivent l'être, elles n'ont pas d'autre choix, sauf à rencontrer des formes d'opprobre social assez fortes, que de se montrer pleine de sollicitude, de care, de réaliser un certain nombre de tâches concrètes, mais tout simplement, en fait, d'avoir une sorte de sensibilité. Et en même temps, c'est quelque chose qui est hiérarchisé et est en quelque sorte le signe d'un échec ou d'une fêlure par rapport à ce qui continue à rester le modèle dominant de la morale. Donc il y a cette injonction, elles sont rivées à quelque chose qui donc fait l'objet de... Par exemple, une certaine indicibilité politique. Il y a tout un mépris qui pèse aussi sur l'idée de care ou de sollicitude, sur l'idée de bons sentiments. Notamment, c'est des discours qui ne sont pas audibles dans le domaine politique. Tout le vocabulaire de la vulnérabilité. Est-ce que vous avez un exemple concret à partager aux auditrices qui pourrait raconter cette asymétrie qui pèse? Alors, c'est pas forcément sur l'asymétrie, mais sur la manière dont fonctionne cette injonction. Il y a des travaux d'une philosophe américaine que j'aime beaucoup, qui s'appelle Penelope Deutscher, qui a montré comment est-ce que la subjectivation morale des femmes, c'était quelque chose qui passait fréquemment, ou en tout cas qui était mise en œuvre et qui était testée
au moment d'un certain nombre de choix reproductifs et notamment vis-à-vis de l'avortement. Elle montre comment l'avortement est encadré par toute une série de discours médicaux, médiatiques, psychologiques, empruntant différents types de sciences ou de pseudosciences qui font de la décision de l'avortement quelque chose d'extrêmement normé dans laquelle la femme qui décide d'avorter doit avérer qu'elle est passée par tout un cheminement, notamment un moment torturé, mais des affects extrêmement tourmentés, qui fait qu'elle a bien fait un choix, donc elle s'est bien posée comme un sujet, en plus un sujet faisant usage de droits relativement nouveaux, on va dire, par rapport à une histoire séculaire. Donc c'est vraiment, j'allais dire, le sujet par excellence. Là, voilà, je suis maître de mon corps, c'est moi qui décide, et en même temps, il y a bien des attentes qui pèsent sur le fait d'être passé par tout ce processus qui montre que je suis un sujet moral, que j'ai douté. Et il y a, comme tout à l'heure je parlais d'opprobre, c'est comme ça que souvent fonctionnent les injonctions, c'est-à-dire si en fait vous échouez, il y a vraiment une sorte de marque d'infamie qui va aussi, ou en tout cas un blâme collectif. Si par exemple quelqu'un prenait la décision d'une manière, disons, légère d'avorter, eh bien ce serait le signe de son échec en tant que sujet moral. Donc vous voyez, c'est ça l'espèce de paradoxe ou de tension qui entre d'un côté l'attribution d'un droit et en même temps d'attendre d'une certaine manière d'être dans la façon de prendre la décision qui est complètement genrée, puisque par exemple, c'est pas des choses qui vont être attendues du père putatif de cet enfant dont on est en train de décider de la naissance ou pas. C'est intéressant, Estelle Ferrares, vous vous inscrivez en dissonance presque avec cette célèbre affirmation de Simone Veil qui avait défendu en 1975 le droit à l'avortement sur l'estrade de l'Assemblée nationale en disant « Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement, c'est toujours un drame et cela restera toujours un drame ». C'est pas forcément que je m'inscris en faux. Ça ne soutiendrait certainement pas que c'est quelque chose qui se fait généralement de manière légère. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le fait que ça ne se fasse pas de manière légère et que ça se fasse en passant par un certain nombre d'étapes, en étant passé par certains types de réflexions, certains affects, c'est quelque chose, au fond, d'extrêmement normé. Il y a une production, si vous voulez, du sujet moral féminin qui, entre autres, s'illustre au moment de la mise en œuvre des droits reproductifs. Donc je veux dire, je pense pas du tout que la majorité des femmes y vont légèrement. Je veux dire que la preuve qu'il y a quelque chose qui relève d'une injonction, c'est bien que pour celles qui iraient légèrement, il y aurait, si vous voulez, une condamnation. Oui, il y a la bonne attitude ou l'attitude attendue à adopter. Et ça me fait aussi penser à ce rapport qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux qui peut produire aussi une forme d'objectivation dans la manière dont on se représente, particulièrement en tant que femme. Quand on a préparé cette émission, on avait parlé des applications de rencontres comme Tinder et de la façon où, en apparence, tout pouvait fonctionner de façon rationnelle, alors qu'au final, là encore, la façon d'être sur ces applications, d'être sujet ou d'être dans ce processus de subjectivation ne fonctionne pas de la même façon selon que l'on est une femme ou un homme. On est vraiment face à une autre figure du sujet. Là, c'est vraiment le sujet presque économique, en fait, puisque il y a souvent la métaphore du marché qui est utilisée pour rendre compte de la façon dont fonctionnent les rencontres amoureuses. Donc, on se trouve avec des sujets rationnels qui prennent leurs décisions sur la base d'une façon de peser les avantages et les désavantages de telle ou telle autre personne. Et ce sont des sujets qui sont apparemment égaux, qui vont donc se rencontrer et qui sont égaux dans l'exercice de leur choix. Donc on est vraiment dans la pure figure, dans la pure fiction du sujet. Et pourtant, vous avez des travaux de sociologues comme Eva Illouz dans La fin de l'amour, qui montrent qu'en fait c'est complètement biaisé. C'est-à-dire que les femmes se retrouvent finalement victimes de ce mécanisme du marché qui a en réalité été complètement structuré par le regard masculin. Donc cette réalisation du sujet, en tout cas cette manière qui parfois peut être vécue même avec un sentiment presque de libération, c'est-à-dire de puissance, d'une forme de j'ai ma vie en main, je choisis mes partenaires, j'en ai des nombreux, je me comporte dans mon rapport à la séduction comme les hommes peuvent le faire. Au fond, c'est quelque chose qui va avoir un coût bien supérieur
pour les femmes que pour les hommes, c'est ce qu'elle montre, et notamment parce que ça va supposer, et là c'est là où on revient à Simone de Beauvoir dont on parlait tout à l'heure, finalement des formes d'auto-objectification dans la manière dont finalement on va pouvoir avoir un certain succès sur ces applis de rencontres, notamment la façon dont les parties du corps qui vont devoir être mises en scène sur les photos. Bon, il y a toute une série de choses qu'elle met en évidence et qui sont relativement bien connues de n'importe qui utilise les applications, mais cette parcellisation du corps, cette fragmentation du corps, donc la disparition de l'entité unifiée, mais au profit, par exemple, des fessiers, des seins, etc. Donc c'est vraiment tout à fait ce qu'on peut voir. C'est en fait, il y a une sorte d'objectification à laquelle les femmes concourent activement. C'est-à-dire en fait, il y a une manière de penser, même de manière originale. C'est vraiment la façon que le sujet la plus perverse. Je trouve c'est vraiment la manière la plus apparemment personnelle que nous avons de réaliser ce qui est au fond un devenir objet. En fait, ce que vous expliquez, Estelle Ferrares, c'est que pour parvenir à être en pleine possession de leurs moyens, donc à s'inscrire dans ce processus de subjectivation, les femmes sont obligées de se faire objet. Pour avoir l'air égal aux hommes, on est forcément perdante au final. On peut être perdante de la manière qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le fait qu'il faut parfois, dans certains cas, et notamment dans le cadre de relations hétérosexuelles, il s'agit effectivement de s'auto-objectiver, c'est ça qu'on avait en tête, c'est-à-dire de se transformer soi-même en objet, mais d'une manière plus générale, et notamment si on revient à Simone de Beauvoir, il y a une façon qu'elle a d'indiquer ce handicap qui me semble particulièrement intéressant. Donc elle utilise un concept qui vient de la phénoménologie française, au départ qui n'est pas un concept féministe, qui est donc celle de prise sur le monde, et qui me semble donc qu'on va retrouver chez des gens comme Merleau-Ponty, chez Sartre. Bon, pour Sartre, c'est un pur synonyme de souveraineté, par exemple. Et ce que fait Simone de Beauvoir, c'est d'utiliser ce concept dès le départ pour montrer qu'il y a des façons différentes de prendre le monde, et notamment le fait qu'il y ait toute une prise malhabile, défaillante, qui est quelque chose qui caractérise en général les femmes. C'est-à-dire en fait elles ont une prise pas forcément lacunaire, mais une prise précaire, voilà, exactement, sur le monde, qui n'est pas du tout, c'est ce qui est important, un défaut de capacité, qui n'est pas du tout handicap, mais qui est véritablement le fruit d'une éducation. C'est-à-dire, en fait, nous sommes entraînés à avoir des prises maladroites. C'est quelque chose qui, par exemple, va être ensuite faire l'objet de travaux par une philosophe qui s'est inscrite dans une philosophe américaine qui s'appelle Iris Marion Young, qui s'est placée dans le même courant, et qui a montré comment est-ce que, dans un article très important qui s'appelle Throwing Like a Girl, lancer comme une fille, comment est-ce que les filles sont entraînées à, par exemple, lancer mal les objets. C'est-à-dire qu'elles n'utilisent pas tout leur corps, elles prennent juste le bras, puis elles font un tout petit mouvement, la balle, elle tombe ridiculement juste à leurs pieds, précisément parce que c'est tout un rapport au corps qui a été programmé. Et toujours pour continuer là-dessus, je relisais il n'y a pas tellement longtemps Paola Tabet, qui, dans les années 70, écrivait que le contrôle des outils, le fait que les outils sont fabriqués par les hommes, c'est quelque chose d'extrêmement important pour le contrôle des femmes par les hommes. C'est-à-dire que ce sont des outils qui sont conçus, fabriqués, pensés par les hommes, y compris que ce sont des outils qui sont destinés aux femmes. Et à partir de là, il y a une sorte d'absence de maîtrise là-dessus. Donc, il y a toutes ces prises dont je parle, de manière presque technique. Ce sont des prises qui vont forcément donner lieu à des manières d'attraper qui vont être maladroites. Et là, c'est pas qu'une métaphore, c'est dont je suis en train de parler. Oui, des outils comme des marteaux, des tournevis, c'est ça ? Par exemple, mais au-delà. Vraiment, la question, c'est... la question de la prise sur le monde, c'est ce que j'ai autour de moi, quels sont les moyens que j'ai de me rendre maître. Alors ça peut être effectivement des choses concrètes, c'est pour ça que je parlais par le tablet, parce qu'elle parle effectivement des outils au sens des outils de jardinage, mais on peut aussi dire ça de manière beaucoup plus large, c'est-à-dire que je me cogne dans un monde dans lequel la pornographie, elle est découpée d'une manière qui n'a pas été taillée sur le patron de ma propre manière de désirer.
Et ensuite, il y a ce deuxième aspect dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, là, qui est la question de l'objectivation. Et là, qui est effectivement quelque chose qui est spécifiquement féminin, au sens où il y a bien des moments ou des formes d'objectivation que peuvent connaître les hommes, mais en fait, ce qui change, c'est que c'est dans le cadre de l'objectivation, notamment dans le cadre de relations hétérosexuelles, ce sont des objectivations qui ne sont pas réversibles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas symétrique. Je vais être faite objet, mais je ne peux pas, ou pas à la même mesure, transformer autrui en objet. Je voudrais maintenant qu'on parle, Estelle Ferrarès, de capitalisme. Vous vous inscrivez dans l'école de Théodore Adorno, qui est une école marxiste, et donc dans laquelle la question du capitalisme a de l'importance. L'une des thèses que vous défendez dans vos ouvrages, c'est de quelle façon le capitalisme sait tirer profit de cette subjectivation genrée. De manière générale, ce que j'ai tenté de faire tout au long de ma carrière, c'est d'actualiser donc, ce qu'on appelle la théorie critique, c'est-à-dire cette école dans laquelle se situe Théodore Adorno. C'est une école allemande qui s'est surtout développée à partir des années 20 du XXe siècle et qui est une école marxiste, comme vous l'avez dit. Et ce qui me semble intéressant, c'est qu'il y a toute une critique de l'idée de sujet comme étant donc pas seulement un sujet ayant un rapport avec la raison, avec donc toutes ces facultés dont je parlais au début, avec tous les corrélats en termes de responsabilité, mais c'est aussi une figure qui est très vite ou toujours déjà connecté avec un certain capitalisme, c'est-à-dire cette idée de possession, cette idée de maîtrise sur le monde, c'est finalement le type de comportement, c'est le type d'attitude face au monde qui est exigé de l'agent économique dans le capitalisme. Donc il y a toute une réflexion sur ce que c'est que la domination de la nature, chez Adorno et puis chez d'autres comme Horkheimer, qui font donc du capitalisme quelque chose qui n'est pas juste un développement à côté de la notion de sujet, d'un rapport au monde, mais qui en est en quelque sorte la sédimentation nécessaire. Donc finalement, le sujet, si on pense de cette manière-là, donc le sujet avec un grand S, se retrouve la fiction qui est nécessaire donc au capitalisme pour fonctionner en tant que tel, pour générer des formes de profit, pour contraindre le comportement des uns et des autres, et de manière différenciée des unes et des autres. Estelle Ferrarès, vous avez d'ailleurs consacré un ouvrage, Le marché de la vertu, pour ouvrir une réflexion sur la consommation éthique, donc c'est-à-dire ces marques de grande distribution issues du commerce durable ou des produits fabriqués dans le respect de l'environnement. Et ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que la majorité de ces consommateurs éthiques sont en fait des consommatrices, des femmes, qui sont en fait ciblées par ce marketing. En quoi est-ce que cela met en lumière ce processus de subjectivation ? Si on part de ce présupposé que je viens d'indiquer, c'est-à-dire le fait que le sujet, c'est finalement la fiction qui est idoine au bon fonctionnement du capitalisme, cette fiction, elle va être différenciée, elle va être genrée. Et donc, il y a une production du sujet moral féminin qui va correspondre à certaines nécessités prérequisites par rapport au fonctionnement du marché, au fonctionnement du travail, de la production et à l'accumulation donc du profit, du capital, etc. Alors bon, c'est quelque chose pour ce qui est de la production qui a été très bien montré à partir des années 70 par notamment tous les philosophes matérialistes, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un travail de reproduction sociale qui ne se nomme pas travail parce que ça n'est officiellement pas du côté de la production, qui en fait n'est pas seulement à côté, mais qui est la condition de possibilité de la production. Et ce que j'essaye de dire par rapport... Est-ce que vous venez d'expliquer, par exemple, la place de la femme dite au foyer, qui du coup s'occupe du foyer pour que l'homme puisse travailler ? Exactement. C'est-à-dire que c'est un travail qui n'est pas pensé comme un travail, mais qui est bien la condition de possibilité de la production. Tout ceci suppose une subjectivation morale particulière. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement l'accomplissement mécanique d'un certain nombre d'actes, nourrir les enfants, le père de famille lorsqu'il rentre le soir, mais c'est aussi quelque chose qui, pour être fait et pour être bien fait, va supposer une certaine implication émotionnelle, affective dans les activités. Bon, ça, c'est un exemple par rapport à la production, mais on peut penser qu'il y a des formes de différenciation et toujours d'attente en termes d'affect et de soucis d'autrui qui se joue dans la consommation éthique qui s'est développée depuis quelques années. C'est-à-dire le fait que non seulement
le marketing, comme vous l'avez indiqué, cible tout particulièrement les femmes. Il y a véritablement un nœud là qui se constitue autour de la question du genre, je pense, puisqu'en même temps, les objets, ou plutôt les cibles, pour pas créer de confusion, les cibles de ce souci, c'est souvent des femmes aussi. Et on se retrouve donc avec toute une série de preuves, d'indications sociologiques d'une implication supérieure des femmes dans donc ce type de consommation éthique. Par exemple, elles sont majoritaires dans toute une série dans les coopératives, et notamment dans les coopératives de consommation qui supposent la réalisation d'un certain nombre d'heures de travail pour faire partie de ce groupe. Elles sont plus nombreuses à s'engager dans les actions de boycott, par exemple. Tandis qu'à l'inverse, les personnes qui sont totalement opposées à la prise en compte de problématiques environnementales ou sociales dans la consommation sont majoritairement des hommes. De la même manière, la traque des déchets, qui est aussi quelque chose qui va passer par les manières de consommer et d'acheter certains produits et pas d'autres, est principalement portée par les femmes, dont du coup, le temps de travail domestique augmente. Bon, il n'y a qu'à prendre l'exemple des couches lavables. Donc on a, si vous voulez, un certain appui qui est pris par le capitalisme sur un souci d'autrui dont les femmes sont capables, en raison du type de subjectivation dont elles sont l'objet, et qui permet pour autant aussi bien le développement de nouveaux marchés que aussi la reformation, la recomposition de tout un ordre du genre dans lequel finalement les femmes se retrouvent responsables par leur choix. Je disais qu'être sujet, c'est être responsable, responsable par leur choix, finalement presque du sauvetage du monde, et en tout cas de sauvetage de la planète. Il appartient finalement aux femmes d'éviter les destructions, l'amas de déchets, pour reprendre ça, de la destruction de la planète par des achats intempestifs, etc., etc. Oui, vous écrivez dans votre ouvrage « Le marché de la vertu », plus largement, la consommation éthique coproduit l'être humain dont le capitalisme contemporain a besoin. Elle enjoint au sujet de se constituer soi-même par ses choix et l'astreint pour se faire à la cohérence, à la constance, au scrupule. La responsabilité ici qui est en jeu et qui est dévolue donc prioritairement aux femmes, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre au sens d'une forme de culpabilité. C'est-à-dire que si ça n'est pas fait, finalement les coupables, ce que je viens de dire à l'instant, les coupables ce seront d'abord les femmes. Donc leurs manquements font l'objet d'une condamnation particulièrement sévère, qui peut procéder aussi du fait que ce serait, il y a toute une grammaire, tout un discours qui repose là-dessus, c'est-à-dire que ce serait finalement se dénaturer elle-même pour les femmes que de ne pas prendre soin de cette nature. Justement, vous avez un point de vue assez critique sur cette notion de nature et aussi sur les thèses écoféministes. Dans votre livre « Le marché de la vertu », vous mentionnez notamment cette penseuse américaine états-unienne Starhawk et vous écrivez que la nature et le donné sont introuvables et il est politiquement problématique de les chercher. Pourquoi ? Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui me vient de l'école de Francfort, qui est une position qui a été défendue par Adorno. Au fond, l'idée, c'est que la nature, on n'a pas les moyens de savoir ce que c'est. C'est-à-dire que la nature, elle a été perdue. On parle autant de la nature externe que de la nature interne. C'est-à-dire aussi bien ce que c'est que la nature humaine que la nature au sens de l'ensemble des arbres. Enfin, on ne sait pas ce que c'est. Il y a une sorte d'illusion que de chercher à renouer avec cette sorte de force primitive qui en fait est complètement construite. En fait, le problème quand on essaye ce discours sur la nature, ça va balayer toutes les formes de médiation, tout ce qui se pose entre soi et le monde, entre soi et soi-même. C'est-à-dire qu'il y a même la façon que nous avons d'avoir accès à nous-mêmes, en tant que sujet, encore une fois, c'est quelque chose qui est médiatisé, donc qui passe par des apprentissages, par des mécanismes, et on n'a pas les moyens de revenir à ce que ce serait avant. En fait, il y a toujours déjà une médiatisation du rapport à soi. On n'a pas accès à une sorte de cœur intérieur de soi-même, auquel il serait possible de se frayer un chemin qu'on aurait oublié, mais en faisant bien attention, on finirait par le retrouver. Cette nature, elle est perdue. Et
Et il me semble que cette référence à la nature, c'est autant une illusion que quelque chose qui est dangereux d'un point de vue politique. On n'a rien à gagner à tenter de redonner une forme de virginité à l'idée de nature qui, encore une fois, n'existe pas et qui est toujours, en fait, une manière d'asservir les femmes à une position qui est supposée être évidente. En fait, ce que vous êtes en train d'expliquer, Estelle Ferrares, c'est que pour vous, se renvoyer à cette idée de nature, ça réassigne encore plus les femmes à cette position subalterne. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous raconter sur quoi vous travaillez en ce moment, Estelle ? Il me semble que vous êtes en train d'écrire un nouveau manuscrit. Oui, alors je suis en train de travailler sur une forme de philosophie féministe du sanglot. Donc c'est encore un projet. C'est encore quelque chose qui est lié à l'idée de sujet. Au fond, l'hypothèse dont je pars, c'est d'abord vraiment une féminologie. C'est en fait une description de ce qui se passe quand on sanglote. Donc je parle des sanglots comme quelque chose qui est différent des pleurs ou qui est différent des larmes. Donc c'est vraiment cette espèce de spasme qui part du diaphragme et qui va donc emporter tout le thorax. Enfin, qui a des manifestations en général assez visibles. Je pars de l'idée que finalement, quand on regarde bien ce qui se passe dans une crise de sanglots, c'est une attaque contre un certain nombre de fonctions, de flux, qui vont d'habitude de soi, et notamment contre une série de capacités qui sont précisément, en tout cas en partie, celles qui font de nous un sujet. Parce que si vous regardez bien, quand vous sanglotez, la première chose qui a empêché, c'est le souffle. Donc vous ne pouvez plus respirer ou mal, vous ne pouvez plus parler. Donc ça, du coup, apparaît la parole, qui est donc vraiment un attribut central de sujet occidental, et vous ne pouvez plus penser. En tout cas, ça n'est plus un flux rationnel, capable de réflexivité. En fait, si vous prêtez attention au cours d'une crise de sanglots, en fait, vous allez avoir des pensées extrêmement hachées, souvent des mêmes phrases qui reviennent, même pas des phrases, parfois simplement des images. Donc il y a une sorte d'attaque presque du corps contre tout ce qui fait de vous un sujet. Et ce que j'essaye d'interpréter, c'est que cette attaque, au fond, constitue une sorte de redoublement par le corps de ce dont vous venez de faire l'expérience. D'un point de vue biographique en général, quand on sanglote, c'est qu'on a fait l'épreuve de son impuissance. Quelqu'un vient de mourir, voilà, vous n'avez pas pu empêcher ça. Quelqu'un vient de vous quitter. C'est limite à mon pouvoir, c'est limite à ma puissance, c'est limite à prise sur le corps, en quelque sorte, dont je viens de faire l'expérience. Eh bien, le corps le redouble, me le fait vivre encore plus fortement. Vraiment, tout ce qui me reste de faculté va être empêché. Ce sont des moments dans lesquels, au fond, je m'avoue à moi-même la naïveté de ma prétention à être sujet. C'est-à-dire que la plupart du temps, donc, je fais comme si j'étais un sujet. Donc, il y avait une certaine forme de maîtrise. Il y a des moments où, face à ce qui vient de m'arriver, et parce que mon corps me le rappelle, je suis obligée de voir que finalement, tout ceci n'était qu'une illusion. Au fond, je n'étais pas sujet, je n'avais pas de forme de maîtrise. Et donc, c'est une sorte de... Oui, de fiction. Voilà, c'est ça. Finalement, les sanglots me rappellent à moi-même donc la fiction dans laquelle je vivais. Merci beaucoup Estelle pour ce moment passé en votre compagnie, pour mieux comprendre vos travaux et la notion de subjectivation. Je vous dis à bientôt et je donne rendez-vous aux auditeuristes de Faire Genre le mois prochain pour l'épisode 2 qui sera consacré à la question des féminicides en compagnie de Margot Giacinti. À bientôt.